J'ai recueilli environ une dizaine de témoignages, entre celui qui me racontait que son père mangeait le dessert en premier parce que demain n'est jamais garanti, ou une grand-mère qui continue à verrouiller les portes des décennies après la guerre, ou quelqu'un qui ne porte jamais de pyjama pour être prêt à fuir. Donc, quand vous entendez ces récits, qu'est-ce qui vous frappe dans un premier temps? Pour un psychanalyste, un psychologue, c'est assez classique. On a des patients et des patients qui ont leur valise toujours prête au cas où il faudrait fuir et qu'effectivement, on apprend quand on fait ce métier-là qu'une partie des personnes qu'on reçoit restent marquées soit par des traumatismes ou des catastrophes qu'elles ont vécues dans leur enfance ou leur jeunesse, soit par des catastrophes vécues par la famille ou par un membre de la famille. Ça peut même faire, il y a très longtemps, ça peut être une catastrophe qui est très ancienne, mais qui a tellement marqué la famille que les comportements d'aujourd'hui restent en accord, en adéquation avec cette catastrophe-là, pour se préparer, pour être toujours prêt. Justement, là, ce collègue qui m'a raconté son histoire, c'était un collègue rwandais. Donc, il me racontait comment pendant 25 ans, il ne portait jamais de pyjama, par exemple. Et parce qu'il devait être toujours prêt à fuir, et il était né 2 ans après la fin du génocide. Dans ton propre vécu, il fallait aussi se déplacer vite et tout. Il m'a dit oui. Mais par contre, pendant les 10 ou 15 dernières années, il y avait plus d'enfouis. Donc, à 23 ans, il demande à sa maman, mais pourquoi finalement, pourquoi on porte toujours pas de pyjama? Donc, c'était un premier déclic pour lui. En fait, moi, je préférerais parler de catastrophe pour ce genre de traumatisme, parce que ce sont à la fois des traumatismes très graves, mais ce sont aussi des traumatismes qui vont marquer la famille ou la communauté. C'est-à-dire que ça va au-delà de soi. Et ces croyances, on ne peut pas dormir avec un pyjama parce qu'il faut pouvoir partir, ou toutes les autres dont vous avez parlé tout à l'heure, ces croyances, elles sont construites de façon familiale ou communautaire, en fonction de l'horreur qui a été vécue par certaines personnes de la communauté, et pour que plus jamais on ne soit pris au dépourvu si quelque chose de grave survenait, la communauté ou la famille est aux aguets, elle est prête à faire face à une nouvelle catastrophe. Ça n'est pas rationnel, mais c'est extrêmement puissant. Et justement, là, je pense aussi à la question par exemple, du temps. Donc, pareil, c'est la même personne qui me disait que son père, voilà, ses parents, pas d'une mauvaise intention, mais pour les protéger. Donc, voilà, ils peuvent jamais s'attacher à quelque chose, à quelqu'un, à un endroit. Ils doivent toujours commencer à manger parce qu'ils préfèrent en premier car ils savent pas qu'est-ce qui va se passer. Donc, le père, par exemple, commençait par le dessert alors que les enfants commençaient par la viande. Dans ma famille aussi, qu'en fait, cette notion de temps ou l'idée qu'il y aura peut-être pas de demain, donc fais tout maintenant, fais tout tout de suite. Est-ce que finalement, alors qu'on est dans une situation de sécurité, entre guillemets, physiquement parlant, est-ce que c'est un sorte de mécanisme de finalement qu'on adopte inconsciemment de se protéger ou c'est quoi exactement? Quand il y a un traumatisme grave, quand il y a eu une catastrophe, le temps s'est arrêté. Le temps s'est arrêté au moment de la catastrophe. Donc même si c'est 5, 10, 15, 20 ans après, il y a quelque chose dans la psyché, dans l'âme, qui est resté scotché, qui est resté collé à ce moment-là, soit pour la personne, soit pour la famille ou la communauté. Ce qui fait que la peur qui est liée au traumatisme ou à la catastrophe, elle n'est pas partie. C'est comme si indéfiniment, il y a quelque chose dans l'inconscient qui reste lié à la catastrophe. Et de ce fait, le système nerveux se prépare à l'éventualité d'une nouvelle catastrophe ou d'une répétition de la catastrophe. Ce qui fait que la sécurité actuelle, la sécurité relative de la vie actuelle, ou l'idée de sécurité, ou le discours sur la sécurité, ça, c'est vraiment pas suffisant pour calmer le système nerveux qui, lui, peut se dire, mais au moment où le traumatisme est arrivé, au moment où la catastrophe est arrivée, on pensait que tout allait bien. On pensait qu'on allait s'en sortir, on pensait pas qu'on allait être touché de plein fouet par cette catastrophe.
Ce qui fait que le corps n'a pas oublié, le corps n'oublie pas. Il préfère être tout le temps sur ses gardes, tout le temps en alerte, pour éviter que ça se reproduise. Au départ, pour moi, traumatisme intergénérationnel, transmission, mémoire, j'ai un peu du mal à lier tous les trois. Je pense qu'ils sont liés, mais j'ai du mal à voir la différence. Donc, il y a plusieurs personnes qui m'ont pas forcément parlé de traumatisme, mais qui m'ont parlé de mémoire, d'identité, de transmission culturelle. Ce dont on parle là repose sur les récits et les comportements de nos parents, nos oncles et tantes, nos grands-parents et de tous ceux qui ont vécu au moment du traumatisme, au moment de la catastrophe. Ça peut être par le récit de la catastrophe elle-même, ça peut être le récit de la vie idyllique ou bien meilleure qu'on vivait avant. Parce que dans une catastrophe, il y a toujours un avant et un après. Il y a une rupture entre cet avant et cet après. Donc parfois dans la famille, on va beaucoup parler de l'âge d'or qui a précédé la catastrophe. Ça peut être au contraire parler de l'exil ou de la pauvreté ou de maladies ou des blessures physiques, physiques ou morales d'ailleurs, qui ont été vécues par certaines personnes de la communauté après la catastrophe. Mais il y a des récits de certaines personnes de la famille autour de cette catastrophe qui marquent les enfants et les petits-enfants parce qu'ils sentent qu'il y a beaucoup d'émotions. Quand on est pris dans ces récits, il y a beaucoup d'émotions. Et puis, il y a aussi des personnes qui n'arrivent pas à en parler, mais dès que quelque chose leur fait penser à la catastrophe, ce sont des personnes qui vont se fermer, qui vont partir, qui vont se mettre en colère, qui vont exprimer autrement que ces sujets-là les touchent énormément. Et ça va aussi impacter les descendants. Donc, de toute façon, les familles qui ont vécu des traumatismes et des catastrophes, et il y en a des millions, milliards sur la planète, elles donnent à entendre, elles donnent à sentir et à voir des discours et des comportements qui marquent forcément les descendants. Et si elles ne parlent pas directement de la catastrophe, ça va être encore plus difficile pour les descendants de se repérer dans ces émotions. Quand on sait exactement, quand la mémoire est racontée, quand elle est euh, transmise de génération en génération, c'est plus facile parce qu'on sait exactement de quoi il s'agit. S'il n'y a pas de récit qui explique la catastrophe, mais qu'il y a tous ces comportements ou ces bizarreries ou ces émotions très fortes, à ce moment-là, les descendants sont dans une espèce d'étrangeté. Ils sont encore plus perturbés parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé, mais ils ne savent pas quoi. Ça, il s'agit du terme étrangéisation que vous mentionnez dans vos... L'étrangéisation, oui, l'étrangéisation, repose sur plusieurs choses. Ça, c'est une forme d'étrangéisation qui vient des parents et des grands-parents, ou en tout cas des générations précédentes. Mais dans tout traumatisme fort ou dans toute catastrophe, on vit quelque chose de tellement extraordinaire, de tellement exceptionnel, de tellement différent de ce qu'on connaît, qu'on a l'impression d'être étranger à soi-même au moment de la catastrophe et parfois après, pendant quelques heures, quelques jours, quelques semaines. On se reconnaît plus. Il y a eu comme c'est pour ça que je parle de catastrophe. Il y a eu comme un bouleversement intérieur qui fait qu'on ne se reconnaît plus, qu'on se sent étranger à soi-même. Mais aussi parce que depuis longtemps, depuis Freud, on dit que le traumatisme, c'est un corps étranger interne. Comme si l'événement qu'on a vécu a créé une nouvelle réalité en nous. Donc, effectivement, il y a ces sentiments d'étrangeté qui sont très importants dans les traumatismes, qu'ils soient directs, ceux qu'on a vécu, ou indirects, ceux qu'ont vécu nos proches. Et docteur, pour rebondir sur les récits, trois personnes des témoignages m'ont parlé des choses qui n'ont jamais été racontées dans leur famille, parfois héritées de silence plus que des récits. Donc, est-ce qu'on peut hériter de quelque chose quand personne n'en parle? Est-ce que le silence protège ce récit ou au contraire, il transmet la souffrance? Le silence ne protège pas, mais euh, c'est une solution pour ne pas être débordé par les émotions. Quand on travaille ou qu'on écoute des personnes, des soldats qui ont fait des guerres, que ce soit les guerres de décolonisation en Indochine pour la France ou en Algérie,
ou d'autres soldats aux États-Unis, au Vietnam et ailleurs, quand on travaille avec des soldats, quand on écoute les soldats, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont fait, ou ce qu'on leur a fait, mais surtout ce qu'ils ont fait, est tellement inhumain, est tellement horrible, que déjà ils sont écrasés par la honte, une fois qu'ils sont sortis du moment du conflit, ils sont écrasés par la honte, écrasés par les horreurs qu'ils ont faites et qu'ils ont vues, et ils n'ont donc pas de mots pour expliquer ce qui s'est passé. Donc, là, je prends l'exemple des soldats, mais ça peut être d'autres exemples. Les personnes qui ont vécu des événements extrêmement forts ne trouvent pas les mots pour exprimer leur vécu. Ces personnes-là, elles sont dans un mutisme comme obligées, parce que certaines voudraient parler de ce qu'elles ont vu, de ce qu'elles ont senti, de ce qu'elles ont vécu, mais elles n'y arrivent pas. Et les proches ou les descendants sentent bien que derrière ce silence, il y a quelque chose qui aurait besoin d'être dit. Donc c'est rarement un choix. Et c'est tellement puissant que, effectivement, les proches ou les descendants sentent que c'est grave, qu'il y a un problème, et ont envie de comprendre. Là, par exemple, j'ai une collègue qui m'a dit que, par exemple, elle n'a pas vécu quelque chose en first hand. C'est tout a été les récits de sa grand-mère algérienne. Donc, elle m'a dit, c'est comme si le vécu de ma grand-mère m'avait été transmis à l'intérieur de moi. Et elle est déjà Mm. traumatisée, rien que des histoires et des détails que sa grand-mère a vécu. Et c'est resté, ça fait partie de son identité. Comment, Mm. comment cela s'explique aussi C'est ou... mystérieux, mais c'est vrai. Par exemple, on a le témoignage de Janine Altoussian, dont le père arménien était adolescent au moment du génocide en Arménie et de l'exode vers la Syrie. En fait, son père avait noté dans un cahier, dans un journal, ce qui s'était passé au jour le jour pendant leur exode. Et il avait caché ce journal au fond d'une armoire. Ce qui fait que Janine Altouchian, elle a connu un père qui ne disait rien là-dessus, et qui même d'ailleurs était très silencieux. Et après la mort de son père, elle a trouvé son carnet, elle a trouvé son journal. Et ça lui a expliqué, ça lui a donné les clés pour comprendre tout ce qu'elle ressentait chez son père ou dans sa relation avec son père, mais que lui était incapable d'expliquer. Donc on voit bien que les enfants et les petits-enfants héritent de de ces épreuves, de ces traumatismes, de ces catastrophes, d'une façon qui est, euh, comment dire, qui est non dite à travers le corps, les sensations, les émotions. Et puis après, comme je le disais, cette étrangeté qui fait qu'on ne comprend pas, mais on sent bien que c'est très important. Mais alors, finalement, c'est quoi qui se transmet réellement? C'est la peur, la silence, un attachement, une mémoire? Yani, est-ce que une manière juste d'exister et d'être dans ce monde, c'est quoi? Ça, c'est tout ça qui se transmet. C'est toute la patte humaine, c'est toutes les, c'est tous les aspects des souvenirs des personnes qui ne parlent pas, ou qui parlent d'ailleurs. Tout ça se transmet aux descendants d'une façon qui reste mystérieuse, parce que même si on peut aller chercher du côté des gènes ou du côté des hormones qui peuvent être transformées par les traumatismes des parents ou des grands-parents, il y a aussi toute une partie de ce qui est transmis qu'on n'arrive pas à mesurer, qui est vraiment de l'ordre de la relation, d'être avec les parents, les grands-parents, et de sentir ce qui se passe quand on est avec eux, et comme une espèce de transmission inconsciente qui est extrêmement forte. Et du coup, justement, on parle de tout peut être transmis. Est-ce que aussi on peut hériter de la force? Parce que pareil, là, de certains témoignages, par exemple, ce sont les troisième générations peut-être de Marocains, Algériens, ou aussi un autre collègue sénégalais, qui pour eux, voilà, ils ont hérité de fierté, résilience, attachement et parfois même des ressources. C'est-à-dire, mon collègue sénégalais, il m'a dit que pour lui, il se souvient de l'héritage ou de la famille une fois qu'il pense à c'est quoi la transmission ou c'est quoi l'intergénérationnalité des choses.
Et il m'a juste évoqué son histoire sur comment il aime les animaux. Donc, il est allé creuser à voir pourquoi il aime les animaux. Pour découvrir que, voilà, il vient d'une famille qui, pendant longtemps, ils avaient des milliers de moutons, etc. Et que ça découle de là. Il m'a aussi dit que, je vais bien le lire pour ne pas dire aussi des fois, désolé avec mon français, il va dans le... c'est un peu là, oui, sur la pathologisation des choses. Donc, il m'a volé donné ce côté pour lui qui n'est pas un traumatisme, qu'au contraire, c'est un héritage, une transmission culturelle et une mémoire collective. Mais il m'a aussi dit, par exemple, qu'il se sent concerné par l'histoire de l'esclavage et de la colonisation, même si ce n'est pas le récit central de sa famille. C'est-à-dire, il est conscient qu'il y a ça dans son histoire, mais il sait tout de même que ça ne fait pas partie de son récit familial ou au moins de ses générations, de ses familles. Donc, comment reconnaître les blessures héritées sans enfermer les autres générations qui suivent et sans aussi adopter une identité de victime de communauté? Vous avez tout à fait raison. Nous héritons des épreuves, ou en tout cas de ce qu'ont vécu nos parents et grands-parents, mais nous héritons aussi de leurs forces, de leurs ressources et de ce dont ils ont été capables, ce qu'ils ont pu mettre en œuvre dans des moments difficiles et qui leur ont permis qui leur a permis de s'en sortir. Donc bien sûr que nous héritons aussi des ressources et des forces, et c'est très important de le mettre en évidence, justement pour ne pas rester uniquement dans la mémoire de ce qui est difficile, de ce qui a été douloureux. Et est-ce que ça fait partie aussi de la... Est-ce que ça, c'est aussi une forme de traumatisme finalement ou non? De aussi prendre les choses On- on- positives. le traumatisme, il viendrait plutôt du fait de se sentir enfermé dans les épreuves des parents et des grands-parents. Mais hériter des ressources et des forces de nos ancêtres, non, ça c'est le contraire du traumatisme. C'est vraiment tout ce qui nous aide à vivre, tout ce qui nous aide à être en relation, à créer, à nous sentir bien, à aimer. Et docteur, donc voilà plusieurs personnes avec différentes histoires venues de différents contextes. Rwanda, Algérie, Palestine, la Shoah, exil, migration. Donc j'ai remarqué que voilà, il y a des points en commun, ou en tout cas qu'on se reconnaît à une échelle humaine dans les récits des autres. C'est-à-dire, je sais pas, quand mon collègue il m'a parlé de pyjama, pour lui c'était insécurité. Pour moi, j'ai pensé à ma grand-mère qui, au contraire, pour elle, c'était sa manière de se convaincre qu'elle est en sécurité. C'est juste un petit exemple. Je sais même pas s'il y a un lien, mais voilà. Comment expliquer cette reconnaissance presque immédiate que l'on ressente dans les causes des autres? Parfois, c'est très clair quand c'est des solidarités politiques, par exemple, une collègue algérienne qui va dire je me reconnais dans la cause palestinienne. Mais parfois, ça dépasse aussi ces choses directes. Donc, comment les gens se reconnaissent ou comment expliquer ce pattern humain, je pense, tout simplement. Oui, oui, tout à fait. C'est l'empathie, c'est l'empathie et la compassion à travers nos neurones miroirs. C'est-à-dire que, effectivement, c'est plus facile de s'identifier à quelqu'un de sa famille ou quelqu'un de sa communauté, quelqu'un de son pays ou de sa religion. Mais au-delà de la communauté, nous sommes des humains et nous pouvons nous sentir touchés et nous identifier par tous les destins des humains. Et quand, effectivement, on parle de ce qui se passe en Algérie, en Palestine, au Rwanda ou ailleurs, on est touché en tant qu'humain par ce qui arrive à ces êtres humains-là, qui sont nos frères et sœurs de cœur. C'est vraiment une question d'empathie et de compassion. Et comment, en général, du coup, comment ces événements de compassion, de collectif peuvent aussi devenir des expériences intimes? C'est-à-dire, à quel moment est-ce que nos histoires familiales commencent par être nos propres histoires? À quel moment, par exemple, parce que je pense que c'est ça un peu cœur du projet ou du sujet, c'est un peu ça. C'est comment un événement collectif, que ça soit guerre, génocide ou colonisation, etc., comment ça devient une expérience intime pour quelqu'un
qu'il l'a déjà vécu, on voit un peu, mais qu'il l'a jamais vécu directement. C'est une expérience intime dans la relation avec les membres de la famille qui l'ont vécu. Ça ne peut pas et ça ne sera jamais une expérience intime de soi à soi-même puisqu'on ne l'a pas vécu. En revanche, ça vient effectivement chercher l'intime de la relation avec telle grand-mère, tel grand-père ou tel, tel parent, tel oncle, telle tante, parce que dans la relation, il y a de l'intime et on est touché à ce moment-là parce que, parce que la personne nous dit. Et à quel Mais moment vous c'est voyez, c'est important de ne pas en faire une histoire d'intime personnelle, d'intimité personnelle, parce qu'on n'a pas vécu ce traumatisme. Sinon, on serait comme envahi par une réalité qu'on n'a jamais vécue. et à quel moment on commence à vivre notre propre histoire? Dès le début, dès le début, euh, dès la naissance, mais en tout cas, dès que l'enfant commence à avoir des expériences qui ne dépendent ni de son père, ni de sa mère, ni de ses frères et sœurs ou d'un membre de la famille, des expériences qui peuvent être agréables ou désagréables, mais où l'enfant sent bien que c'est son expérience à lui ou à elle, et c'est fondamental, justement pour ne pas être envahi par les histoires familiales, qui sont ce qu'elles sont. Nos familles sont nos familles, mais on a aussi besoin de développer notre propre histoire, nos propres repères, notre propre chemin. Et quand l'histoire n'est pas terminée, c'est-à-dire quand c'est quoi la différence entre un héritage d'un passé ou les personnes qui sont avoir hérité d'un passé, d'une histoire qui n'est pas la leur, et entre les personnes qui vivent encore les effets d'une histoire qui est toujours en cours, par exemple? Est-ce qu'il y a une différence ou est-ce qu'on cadre ce type de... Oui, oui, il y a une différence. C'est-à-dire que si la situation politique, par exemple, n'a pas changé, même si on est en exil, on n'est pas dans le pays en guerre ou on n'est pas touché directement, mais on sait que certaines personnes proches sont encore là-bas ou que ce qui se passe là-bas réveille ce qu'on a vécu. Donc là, c'est très difficile de prendre de la distance parce que ça continue. Donc on continue, soi-même, on continue à être impacté. Et en général, est-ce qu'on peut interrompre la transmission d'un traumatisme sans interrompre la transmission d'une mémoire? Parce que vous m'avez déjà répondu au début, mais Oui, j'ai encore du mal avec la transmission de mémoire et la transmission générationnelle. Où est-ce qu'ils sont fusionnés? oui. C'est-à-dire que si, si une personne transmet l'histoire de son traumatisme ou l'histoire du traumatisme familial à travers son récit, comme si rien n'avait changé, la transmission, c'est à la fois celle de la mémoire et du traumatisme. Si le récit de la mémoire est déjà en distance par rapport au traumatisme, on ne transmet plus le traumatisme, on transmet la mémoire de faits, d'histoires qui ont touché la famille. Et c'est ce qui est, dans les familles, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est-à-dire pouvoir parler de quelque chose, donc continuer à exprimer la mémoire sans raviver la douleur du traumatisme au moment où on raconte l'histoire. On peut dire ça a été très douloureux, on peut dire ça a été très difficile, on peut dire ça a été horrible, mais on sent bien que dans le récit, c'est fini. Le récit met de la distance entre la mémoire et le traumatisme. S'il n'y a pas cette distance, on va transmettre les deux, la mémoire et le traumatisme. Selon vous, c'est quoi le plus grand malentendu que le public aujourd'hui entend par le traumatisme intergénérationnel? Alors, déjà, on a besoin de déconstruire la psychiatrie américaine qui est très puritaine et très réductionniste. Dans la psychiatrie américaine, on ne parle que de stress post-traumatique, ce qui est déjà une erreur parce qu'on devrait parler de stress traumatique puisque la personne, elle reste dans son traumatisme. Mais en tout cas, la psychiatrie américaine réduit le traumatisme au stress, ce qui est une erreur. Vous voyez que là, ça fait une demi-heure qu'on parle, on n'a pas parlé de stress et on a parlé de choses très variées. Donc déjà, la première chose à déconstruire, c'est cette idée que le traumatisme est lié au stress. Non, c'est bien plus compliqué que ça.
Euh, et c'est important d'entendre ce que les personnes ont à dire sur leur traumatisme. Ça, c'est au niveau individuel. Au niveau générationnel ou intergénérationnel, c'est important de ne pas être dans la magie et de ne pas croire que tout, ou dans l'absolutisme, et de ne pas croire que tout ce que je vis aujourd'hui est forcément le fruit des traumatismes de mes ancêtres. Il y a certains traumatismes de mes parents, mes grands-parents qui peuvent m'avoir marqué, c'est vrai. Et pourtant, dans les familles, ça va être un fils ou une fille, un petit-fils ou une petite fille qui va plus être marqué que d'autres, que les autres, par ce traumatisme-là. Il y a des descendants qui, bon, ils ont entendu parler de tel traumatisme, mais ça les a pas forcément marqués. Donc, il n'y a pas de fatalité dans les traumatismes familiaux. Euh, La seule chose, c'est peut-être de remonter à rebours quand on sent qu'on est perturbé dans telle ou telle situation, où il y a des choses qu'on n'arrive pas à s'expliquer. Oui, à ce moment-là, on peut faire des liens avec les traumatismes vécus par les parents, les grands-parents, les oncles et les tantes, comme une piste d'explication qui peut aider à y voir plus clair, comme une piste parmi d'autres. Parce que de toute façon, indépendamment des traumatismes des parents et des grands-parents, on a vécu aussi des choses qui nous ont marqués dans notre vie et qui peuvent être tout aussi importantes que les traumatismes des autres. Tout à fait. Les générations suivantes héritent parfois de ces grandes histoires collectives. Que diriez-vous? Les descendants héritent de leurs ascendants, parents et grands-parents surtout, une façon d'être au monde, de considérer la vie, la relation, l'amour, la chance et la malchance, l'argent, leur relation à l'argent, toute leur façon d'exister est façonnée en partie et conditionnée en partie par toutes les expériences qu'ont vécues leurs parents, leurs grands-parents ou leurs grands frères et sœurs s'ils sont bien plus âgés. Et c'est par les discours des parents et des grands-parents, par les attitudes et comportements des parents et des grands-parents, par les vécus communs d'émotions que cette conception de la vie se met en place chez tout le monde, donc chez les descendants. Ce qui fait que, bien sûr, parmi ce qui est, parmi cette substance qui façonne les descendants, il y a les traumatismes. Mais il y a aussi tous les événements de vie des personnes en question, de la famille, de la communauté, quels que soient ces événements de vie. En fait, oui, je retourne sur l'histoire de pyjama ou encore les animaux. Euh, Finalement, les histoires, ils survivent un peu dans ces petits détails ordinaires. Donc, comment ça se fait que ces histoires, des fois tragiques ou catastrophiques, collectifs, finalement, elles s'inscrivent dans ces petits détails simples, humains, quotidiens? Le détail simple, humain et quotidien, c'est le détail du réel. C'est le détail qui nous accroche dans la réalité. Parce que tous ces moments difficiles, toutes ces épreuves ont tendance à nous arracher à la réalité. C'est tellement difficile qu'on est comme si on partait dans une autre réalité qu'on a du mal à comprendre. Donc on s'accroche à l'eau qu'on va boire, à un habit, à une façon de faire, une odeur, euh, un plat qu'on aime, le parfum de quelqu'un. On va s'accrocher à des détails très concrets qui, eux, nous ramènent dans le réel. Et la culture, finalement, change-t-elle la manière dont un traumatisme collectif se transmet entre les sociétés où l'on parle peu d'émotions ou celles où la mémoire collective est fortement entretenue? Les cultures ont un rôle très important dans l'éclairage des traumatismes et des catastrophes et dans leur transmission. Plus une culture s'appuie sur la vérité de la réalité, ce qui s'est vraiment passé, plus elle reconnaît les faits tels qu'ils sont et les vraies victimes comme vraies victimes, plus cette culture aide à se libérer du poids des traumatismes et à aller de l'avant en ayant une mémoire saine des épreuves, mais sans être prisonnier de ces épreuves. Donc oui, bien sûr que les cultures, plus la culture est claire, juste, honnête, plus elle est libre par rapport à l'expression et notamment l'expression des émotions, plus elle va aider les survivants ou les descendants des catastrophes. Ce qui nous ramène à, dans votre livre, Renaître après un traumatisme. C'est très vague, j'ai la réponse un peu dans vos livres, mais juste pour entendre ça de vous.
Peut-on se reconstruire à partir de blessures héritées de ces événements et par où commence ce travail ou quels sont un peu qu'est-ce que vous direz de façon simple à des personnes qui sont conscientes de leur situation et qui souhaitent un peu se libérer ou essayer de casser ce cycle? La première chose, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire ne pas s'identifier complètement au traumatisme de quelqu'un d'autre. Je peux reconnaître que mon père, ma mère, ma grand-mère, mon grand-père ont vécu quelque chose de difficile. Je peux le reconnaître, mais c'est leur histoire, c'est eux qui l'ont vécu et pas moi. Alors, déjà, je fais cette séparation entre ce que j'ai vraiment vécu et ce qui a été vécu par une autre personne ou d'autres personnes de ma famille. Et déjà, ça me permet de ne pas être comme mélangé au traumatisme que je n'ai pas vécu. Et une fois que j'ai bien séparé les deux, je vais voir comment dans leurs récits, leurs attitudes et leurs comportements, ils m'ont impacté quand ils parlaient de ce traumatisme ou de cette catastrophe. Ça m'a impressionné. Et comme ça m'a impressionné, ça m'a marqué, et j'en ai certainement déduit des choses ou tiré des conclusions sur la vie. Donc, généralement en thérapie, on fait ce travail de déconstruction où non seulement on met à part ce qu'on n'a pas vécu, mais on essaye de voir comment ce que les autres ont vécu nous impacte dans des croyances qui souvent sont faussées, qui ne sont pas justes sur la réalité. Et on va redéfinir nos propres croyances à partir de nos expériences favorables, nos expériences positives à nous. Qu'est-ce que j'ai bien vécu dans tel type de relation? Quelles sont mes ressources à moi? Quels sont mes désirs? Vers quoi j'ai envie d'aller? Et de respecter tout ce qui vient de soi.